Ces 15 dernières années, un nouveau genre d'œuvre a émergé et il est devenu rapidement populaire. Tout d'abord au Japon, puis à l'international. Ce nouveau genre est connu comme les isekai et il permet au lecteur de s'évader dans un monde de fantaisie, loin des soucis du quotidien. Souvent, le héros est une personne ordinaire, comme par exemple un employé de bureau fatigué de son travail, qui se retrouve transporté dans un nouveau monde après un accident avec le fameux Kami, le faucheur d'héros. Là-bas, il va rencontrer des nouvelles personnes, vivre des aventures extraordinaires et commencer une nouvelle vie. Les isekai ont une telle popularité aujourd'hui que presque tous les 2 mois, un nouvel isekai est créé. Cependant, cette surabondance a conduit à des concepts de plus en plus bizarres, genre réincarnation en épée, réincarnation en distributeur automatique, en chien de son crush, et aussi à des mondes aussi variés que on a la fantasy de base, les jeux vidéo, les romans, les webtoons, et un univers parallèle où il y a de la magie dans les guerres mondiales. Les histoires aussi varient beaucoup. On passe du héros qui sauve le monde à un protagoniste banni qui cherche vengeance, à une réincarnation en méchant, ou encore à une réincarnation en PNJ de base dans un jeu vidéo. Et le genre aussi s'est mélangé beaucoup. On a souvent beaucoup eu de isekai avec de l'humour, avec de l'action, avec des tranches de vie et avec aussi du contenu pour adultes. Cette diversité dans l'offre isekai a commencé un peu à lasser les consommateurs et les lecteurs qui trouvent que les récits quand même sont très répétitifs. Mais qu'en est-il des auteurs ? Pour eux, être mangaka ou écrivain de light novel est souvent une carrière précaire. Pour survivre, ils doivent suivre les tendances, même si cela signifie alimenter la saturation du genre. Cela crée donc un cercle vicieux où de nouveaux isekai inondent constamment le marché du manga et de l'animation pour répondre à une demande. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans l'univers des isekai et découvrir comment ce genre s'est créé et est devenu si omnipotent. Nous allons aussi explorer le dilemme des auteurs coincés dans cette boucle de popularité infinie. Comment cela affecte aussi l'industrie du manga et de l'animation aujourd'hui et de voir aussi s'il y a un moyen de briser cette boucle infernale. Mais avant de plonger dans tous ces sujets, définissons c'est quoi un isekai pour ceux qui ne connaissent pas. Isekai signifie littéralement autre monde. Ce terme décrit souvent une histoire de fantasy où le héros est transporté dans un monde différent. Généralement, la personne envoyée dans cet autre monde est souvent un jeune inadapté socialement ou ayant vécu des traumatismes, souhaitant tout recommencer à zéro. Et par miracle, il en a la possibilité et utilise toutes ses connaissances de sa vie antérieure pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Cependant, ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Le personnage transporté dans un autre monde peut être donc une personne lambda ou un expert dans un domaine qui meurt subitement. Par exemple, dans Drifter, ce sont des héros de guerre qui sont envoyés dans un autre monde. Dans The World Finest Assassin, c'est le meilleur assassin qui est envoyé dans un autre monde. Et plus récemment, dans Suicide Squad Isekai, c'est la Suicide Squad qui est envoyée dans un autre monde. Mais qu'est-ce que vous avez eu comme idée DC Comics? What the fuck? Des idées pour que les jeunes adultes consomment nos licences DC? Des films comme Marvel, des jeux vidéo. Et pourquoi pas un isekai? Donc aujourd'hui, le marché est tellement saturé d'isekai qu'il y a des fans qui ont fait 3 sous-genres principaux pour définir ces différentes histoires. Donc en premier, nous avons le Isekai Tensei. Ce sont les histoires où le héros meurt mais se réincarne dans un autre corps pour vivre de nouvelles aventures. Donc dans cette catégorie, on peut mettre Mushoku Tensei, Moi quand je me réincarne en slime ou Remonster. Ensuite, nous avons les Isekai Ten-I. Ici, ce sont les personnages qui sont toujours transportés dans un autre monde, sauf que cette fois-ci, leur physique n'est pas modifiée. Donc, dans cette catégorie, on peut mettre Re:Zero, The Rising of the Shield Hero et Zero no Tsukaima. Et enfin, normalement, nous avons les Isekai inversés, où cette fois-ci, ce sont les
personnages de fantasy qui viennent dans notre monde. Et donc on peut mettre dans cette catégorie Gate, The Devil as a Part-Time, et si on chipote un peu, Recreator. Mais ce n'est pas fini. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Parce qu'une nouvelle catégorie commence à apparaître. Ce sont les post-isekai, où ce sont des histoires qui commencent lorsque les héros reviennent justement de leur monde de fantasy. Et donc comme exemple récent, on peut mettre Coma héroïque dans un autre monde ou le webtoon The Warrior Return. Tout ce que je viens de raconter jusqu'à maintenant, c'est les isekai dits modernes. Parce que après l'explosion de ce genre grâce à une certaine œuvre en 2010, les gens se sont rendus compte qu'il existait aussi des œuvres qui pouvaient être classées comme isekai, mais que ça date d'avant 2010. Donc on les a plus considérés comme les isekai anciens. Et la plus grande différence entre un isekai moderne et un isekai ancien, c'est que dans l'ancien isekai, c'est que l'autre monde est utilisé pour faire évoluer le personnage pour qu'il grandisse. Alors que dans l'isekai moderne, l'autre monde est juste là pour permettre au lecteur de s'évader. Donc ceci est la plus grande différence entre les deux. Et dans les isekai anciens, il y a des œuvres mondialement connues. Donc par exemple, Le Magicien d'Oz ou Alice au Pays des Merveilles sont considérés avec quand même beaucoup d'œuvres de cette époque, donc les années 60-80, comme les premiers prototypes des isekai modernes. Puis vient les années 90, où on commence à voir le début des isekai dits modernes. Et je pense que certains vont être étonnés, mais les premiers isekai avec la formule actuelle, en fait, ce sont des shoujo, donc des mangas à destination d'un public féminin. Et généralement, ce sont des histoires où des jeunes filles sont transportées dans un nouveau monde, bien souvent c'est dans un roman. Ils doivent déjà apprendre les codes de ce nouveau monde, et vu que c'est un manga pour filles, beaucoup d'histoires sont orientées romance. Et donc, généralement, je fais des grosses généralités, mais généralement, les histoires, ça se termine entre le choix de rester avec leur amour qu'ils ont trouvé dans leur nouveau monde ou de rentrer chez eux mais en étant grandi et plus mature. Donc dans ces isekai un peu pour filles, on peut citer Fuyuchi Yugi de Yu Watase ou La Vision d'Escaflowne de Shoji Kawamori. Et si on exagère un peu, on peut considérer que Inuyasha de Rumiko Takahashi, qui est sûrement l'un des plus grands succès de cette époque, donc 90-2000, comme un isekai, vu que les deux personnages peuvent traverser librement deux époques qu'on peut considérer comme deux mondes différents. Et ça y est, l'année du drame arrive. 2010. L'œuvre que beaucoup de monde considère comme le premier grand succès qui a permis aux isekai de se déverser sur le monde de l'animation et du manga. Alors que cette œuvre n'est pas un isekai, je veux bien sûr parler de Sword Art Online. Pour rappel, Sword Art Online n'est pas un isekai, c'est juste l'histoire d'un mec qui est coincé dans un jeu vidéo. Mais en fait, si tu creuses un peu plus, en fait Sword Art Online est plutôt dans une zone grise. Ce n'est pas un isekai, mais beaucoup d'éléments de son récit est surutilisé dans les récits des isekai actuels. Un gars seul qui apprend les nouvelles spécificités de son nouvel environnement. Il devient vite trop puissant, même cheaté. Puis, dans son aventure, il va faire la rencontre de compagnons. Et dans ces compagnons, généralement, il y a une jeune fille qui considère au début comme un compagnon, mais au fur et à mesure de l'aventure, devient plutôt un intérêt amoureux. Puis, ils vont vivre leur vie normale dans ce monde différent, jusqu'à qu'un antagoniste vienne perturber leur petit train-train quotidien tranquille. Les éléments que je viens de citer sont beaucoup utilisés dans les isekai actuels. Mais si on creuse un peu, on peut trouver aussi ces éléments dans le premier arc de Sword Art Online. Malgré lui, alors que ce n'est pas un isekai, Sword Art Online a instauré un chapter pour les récits d'aventure dans un monde différent, qui permet une bonne introduction et après on verra. Donc certains réussissent, alors que d'autres, l'œuvre est un peu brouillonne et peu intéressante. Et malheureusement, actuellement dans l'industrie du manga et même du light novel, on a souvent le deuxième cas, c'est-à-dire une œuvre avec une bonne introduction, mais après on se fait un peu chier. On dit rien, car tout simplement les œuvres rapportent de l'argent et il faut bien de l'argent pour vivre. Bref, le début d'une boucle infinie. Après avoir vu la définition et les origines de ce genre populaire, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi les auteurs vont de même dans cette boucle infinie, quitte à ce qu'il y ait trop d'œuvres de ce genre sur le marché. Pour comprendre les auteurs japonais qui font ça,
il faut déjà comprendre leur société. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous faire 2 heures de vidéo sur le Japon et de leur société et de leurs coutumes si opposées à la nôtre. Il y a plein de chaînes YouTube qui font ça, genre Louis-san ou Ici Japon. Et d'autres évidemment, je ne fais que citer ceux que je regarde et les plus connus. Bref, la société japonaise est très différente de la nôtre. Nous, on privilégie l'individualisme alors que eux, ils favorisent le collectif. Bien qu'il y ait des différences, il existe aussi des points communs et celui qui va nous intéresser, c'est la pression de la société. Au Japon, cela commence dès le plus jeune âge où tu dois faire un concours pour aller dans la meilleure maternelle qui te permettra ensuite d'aller dans les meilleures écoles qui par la suite te permettront d'avoir un meilleur travail, qui te permettront d'avoir un beau salaire et qui te permettra aussi d'avoir une famille stable parce que tu as un bon salaire et ainsi de suite. En gros, dans la société japonaise, il faut qu'aux yeux des autres, tu sois parfait et que tu rentres dans le rang. Le problème, c'est que en France, aussi, des isekai deviennent populaires. Mais pourquoi ? Bon, il y a ça, mais aussi le fait que pour les jeunes adultes, quand t'as fini l'école, on te lâche dans la nature et démerde-toi. Tout ça pour dire que dans les deux cas, il se peut que certains ne supportent pas cette pression et veulent juste recommencer à zéro pour éviter les mauvais choix. Sauf qu'on n'est pas dans un visual novel, donc on peut pas revenir en arrière. Donc il leur reste qu'une seule chose, s'évader, et c'est là que les isekai entrent en scène. Pour faire croire au lecteur ou au spectateur que le héros de l'isekai c'est lui et que ça va lui permettre de s'évader, il y a un truc infaillible, mettre 0 charisme sur le héros principal. Ensuite, tu rajoutes une petite capacité de triche pour qu'il soit le roi du monde de ce nouvel environnement. Tu saupoudres le tout avec des aventures incroyables qu'il va vivre et amusantes. Ensuite, en supplément, tu rajoutes le fait qu'il va rencontrer un maximum de jolies filles qui vont toutes tomber amoureux de lui, car pourquoi pas. Ensuite, tu rajoutes dans ta préparation plein de PNJ sympathiques avec le héros et qui vont lui faire croire qu'il va les sauver d'un danger, alors qu'en vrai, je suis sûr qu'ils sont capables de battre le monstre qui est au coin de leur village là. Et pour que la préparation soit parfaite, tu rajoutes un méchant cliché au possible qui se situe au trou du cul du monde. Comme ça, le héros et ses compagnons, ils vont explorer un peu ce nouveau monde et ça fera encore plus d'aventures. Et voilà, tu as la parfaite recette pour un isekai. Et ensuite, tu rajoutes un petit concept original. Genre, je me réincarne en slip de bain. Donc ceci était la bonne recette pour une bonne introduction d'un isekai. Le reste, tu le construis avec tes idées. Si tu es plutôt bon au Japon, tu as un animé dans les 2 ans qui, après, peut augmenter la visibilité de ton œuvre. Mais ensuite, si t'as plus d'idées ou t'as plus de hype, tu te mets en pause ou tu termines vite fait ton histoire. De toute façon, la plupart des gens ont retenu que le début et à la limite le milieu de ton histoire. Le reste, c'est du bonus. Ça, c'est ce que je dirais si j'étais un aigri de Twitter ou de X là. Donc, pour un jeune auteur au Japon qui veut percer dans le manga ou dans le light novel, c'est quoi le mieux ? Faire une œuvre où tu mets toutes tes tripes qui va sûrement pas fonctionner. Tu seras tellement déçu que tu vas t'en remettre en question et être mal un petit moment, quitte au grand maximum faire une dépression. Alors que aller dans une boucle qui fonctionne déjà, où il n'y a pas trop à réfléchir, et pour l'histoire, tu verras après, de toute façon, si ça marche, tu seras à l'abri pour un beau moment. Je crois que le choix est vite répondu en fait. La conséquence de tout ce qu'on vient de voir, c'est que, donc, on a vu qu'il y avait plein de gens qui voulaient s'évader, donc l'offre Isekai a été créée, sauf que les auteurs, ils ont remarqué que les Isekai, ça fonctionnait bien, donc on a beaucoup d'auteurs qui font des Isekai, et vu que ça fonctionne bien, les studios d'animation les adaptent en animé, et donc l'argent appelle l'argent, on est dans une boucle où plus il y a de demandes, plus il y a d'offres, et plus il y a d'animés Isekai. Sauf que depuis Esao et les premiers Isekai, par saison en 2010 t'en avais 2-3, aujourd'hui t'en as minimum 15 par saison des animés avec comme thème l'isekai. Pourquoi ? Malheureusement, c'est très simple. Faire un animé ça coûte cher. Et pour qu'un studio d'animation ne tombe pas en faillite, il doit faire des animés qui rapportent gros. Et donc, quel genre d'animé rapporte gros tout en n'ayant pas forcément besoin d'une animation incroyable ? Je pense que vous avez compris, ce sont les isekai.
tant que le système économique des studios d'animation ne change pas, c'est-à-dire un comité de production comprenant de grandes marques, donc par exemple Bandai et d'autres acteurs du milieu, donc un diffuseur, une chaîne de télévision, peut-être une plateforme de streaming genre Netflix et quelques autres marques de produits dérivés, se mettent d'accord sur quelle série à faire ou à adapter, puis choisissent la série, mettent un gros chèque sur la table, c'est-à-dire à peu près 1 million d'euros, puis ils doivent choisir un studio pour faire l'animé. Dans tout ça, le studio ne gagne zéro argent. Ils gagnent de l'argent grâce aux produits dérivés de la série et généralement, ils se font le plus de marge avec les DVD. Et devinez, quel genre d'œuvre passe facilement toutes les étapes d'un comité de production? Les isekai. Donc ils resteront dans l'industrie de l'animation, du manga et du light novel. Pire, depuis la sortie de Sword Art Online en 2010, le nombre d'animés produits en 10 ans a doublé, passant d'à peu près de 150 animes par an en 2010 à près de 300 animes vers 2015. Cette augmentation a largement profité aux isekai car plus d'animes égale plus de place pour eux en fait. Et plus le temps passe, plus ça va continuer à augmenter et plus on aura d'isekai. Donc à l'avenir, est-ce que on aura que des isekai en animé? Bien que nous soyons submergés par une quinzaine d'animés isekai chaque saison, certains studios continuent à miser sur des animés originaux tels que Darling in the Franxx, Overtake ou High Speed Étoile pour les récents que j'ai vus. Ces œuvres ont vu le jour grâce justement aux studios qui ont fait des isekai avant, qui ont permis de financer ces projets beaucoup plus créatifs et ambitieux, quitte à ce que les animés originaux soient à perte. Donc, pour briser la boucle des isekai, il faudrait soit un changement de société radical, soit une évolution au sein de l'animation, du manga et du light novel, ou tout simplement un nouveau genre qui vienne remplacer les isekai, mais ça changerait pas le problème de fond, on aurait juste plus d'isekai en fait. En fait, je vais faire une comparaison de merde, mais les isekai peuvent être comparés à du fast-food en fait. C'est rapide et tu les oublies vite. Tout ça pour dire que malgré leurs défauts, les isekai remplissent une fonction importante, déjà dans le monde de l'animation, du manga et du light novel. Ensuite, ils financent des œuvres beaucoup plus ambitieuses et offrent une échappatoire à un public un peu mâle. Quoi qu'on en dise, les isekai sont là pour durer un moment et il faut juste vivre avec quoi. Je sais pas comment terminer la vidéo donc elle va s'arrêter là. Allez, salut.